Je vous propose de vous installer pour qu'on reprenne les présentations avec Fatima Riahi qui va nous présenter son expérience à partir des jardins de la Montagne Verte à Strasbourg. Voilà, installez-vous et puis on démarre. Vous pouvez, Alors bonjour. Par rapport à ce qui vous a été présenté ce matin, on va plus servir d'exemple de structure installée en ville et qui fait de l'agriculture. Donc moi je suis Fatima Riahi, je dirige les Jardins de la Montagne Verte. Je les ai créés en 2001 après une étude de faisabilité sur l'année 2000. Nous sommes rattachés à un réseau national qui s'appelle le réseau Cocagne et un réseau européen qui s'appelle les Jardins dans tous ses états. Voilà. Les Jardins de la Montagne Verte, donc qu'est-ce que c'est? Donc une association qui fait de l'insertion, inclusion sociale et professionnelle et qui fait de la production de maraîchage biologique. Donc on a un label AB et on est certifié par Écossaire. Alors juste pour peut-être contextualiser un petit peu cette structure, donc on est inscrit à la fois dans des politiques publiques, des politiques locales, régionales, nationales et européennes, à travers nos financements, puisque on est financé par le Fonds social européen pour une partie de l'accueil de notre public. Et ensuite, on est financé sur des fonds d'État via des contrats aidés, que nous utilisons dans le cadre de notre structure. Si vous ne comprenez pas quelque chose tout à l'heure, vous n'hésitez pas pour les questions. La structure a aussi une inscription territoriale forte, puisque elle est sur un quartier ouest de Strasbourg, donc un quartier dit sinistré en termes d'emploi. On est identifié comme le 15e employeur de ce secteur, donc c'est assez important. Et on accueille à peu près 120 personnes par an pour les accompagner vers l'emploi durable. L'autre partie en termes d'ancrage territorial, c'est la structure aujourd'hui fait partie de l'espace du parc naturel urbain. Elle a aussi signé dès 2002 la charte pour la coulée et la trame verte, dans laquelle elle s'inscrivait. Et bien sûr, en termes d'approche agroécologique, agronomique et agricole, on est sur une approche biologique, bien sûr, biodynamique, limite, avec quelques extrêmes, sur l'installation de haies, sur des corridors, etc., etc. Mais on en reparle tout à l'heure si on a un petit peu de temps. Alors, culture de la terre pour se réinsérer dans la société. Donc l'objectif, c'était de permettre à des personnes en fait qui sont en perte de vitesse par rapport au marché du travail, eh bien, de retravailler sur un support d'activité et que ce support d'activité ait du sens, qu'il soit censé pour qu'il leur permette en fait d'aller plus loin et de retourner vers le monde du travail. Donc c'est ça l'objectif principalement. Donc on a une structure qui est presque bicéphale puisqu'elle va avoir à la fois une production d'insertion, d'inclusion de personnes et une production agricole qui, elle, en fait, va être vendue. On verra tout à l'heure comment. Alors vous pourrez avoir ce PowerPoint si vous le souhaitez, donc c'est pas un souci. Donc je passe rapidement sur les éléments. En tout cas, en termes de budget, 1,4 million annuel pour cette association. Et puis une forte mobilisation de bénévoles, puisque là, il y en avait 30, mais il y en a beaucoup plus que ça. On a quasiment presque 30 à 40% par rapport aux salariés globaux de bénévoles qui viennent travailler sur la structure. Alors, l'idée, c'est bien sûr la réponse à un besoin social. Le besoin social, c'est quoi? Puisque je vous parlais tout à l'heure du contexte européen, national, local. Le besoin, c'est quoi? C'est qu'on se retrouve avec des publics en difficulté d'emploi principalement,
Et l'idée, c'est comment les accompagner vers un mieux-être, d'une, vers un emploi de deux, vers une formation de trois, et peut-être même vers la création d'entreprises pour certains. Le potentiel de cette structure, c'est que à la création, ce qui nous a semblé intéressant, puisqu'à l'époque, quand on a débarqué en 2000, faire du bio, c'était complètement fou dans une ville. Mais étant sociologue de formation, l'idée c'était d'avoir une dynamique qui s'adresse à des publics en difficulté qui sont eux des citadins et d'avoir une offre qui, elle, va aller vers des consommateurs citadins. Donc l'idée, c'était pas de s'installer dans le milieu même urbain ou rural, mais c'était bien d'être en pleine ville pour pouvoir en fait permettre à la fois une réponse logistique, c'est-à-dire permettre à des gens de venir en bus, en tram, en vélo, donc d'avoir une proximité, une mobilité qui soit relativement intéressante, mais cette mobilité, elle est à inscrire aussi au niveau des consommateurs potentiels. L'idée, c'est bien d'avoir une activité économique qui est au service d'une activité sociale, puisqu'on va avoir un flux économique qui va effectivement être principalement basé sur la production vendue. Alors cette production, elle est vendue actuellement à 500 familles qui, chaque semaine, prennent un panier de légumes de saison et qui sont abonnés, en fait, entre 6 mois et 1 an. Renouvelable, on a des fidèles depuis le début, et puis on a un turnover relativement important d'une petite partie qui représente à peu près 37%. L'idée dans ce flux économique et social, c'est de permettre à des personnes en fait d'arriver dans des états divers et variés et de repartir vers la formation, l'emploi durable. Alors, la présence moyenne des personnes en termes de contrat, c'est à peu près 9 mois. Et le maximum, c'est 24 mois. C'est ce qui est prévu, en fait, dans les contrats aidés. En ce qui concerne les personnes accueillies, bien sûr, on va avoir des personnes qui peuvent être ou en difficulté d'emploi simplement. C'est ce qu'on rencontre le plus aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas. En 10 ans, la mutation des publics a été relativement importante, puisque les publics aujourd'hui en France les moins mobilisables sur l'emploi ne sont pas intégrés à ces structures. Et pour cause, on nous demande un taux de placement qui est aujourd'hui de 60%, ce qui fait que du coup, forcément, ça crée une sélection à l'entrée avec le potentiel placement, motivation au départ pour la personne. Donc voilà, alors j'en ai fini avec ce premier PowerPoint. On va vous passer quelques photos et puis je vais vous raconter un petit peu la suite, si j'arrive. Alors voilà, ça c'est juste notre livret d'adhérents qui présente un petit peu le panier de légumes avec les tarifs et puis surtout les règles qu'on s'impose entre consommateurs et producteurs, qui sont à peu près celles qu'on va retrouver dans la map. Presque complètement. On a par contre, nous, des particularités qui sont décidées par le conseil d'administration et des décisions qui sont prises à ce niveau-là, qui consistent chaque année en fait à offrir un panier de légumes qu'on a appelé panier solidaire et qui sont proposés à des étudiants dont le reste à vivre est de 2 € et c'est évalué avec le Crous ou avec le service social. Et en fait, dites-vous bien que 120 étudiants, c'est le max qu'on peut faire, mais si on devait répondre à toute la demande, on en aurait plutôt autour de 400 sur le campus de Strasbourg. Donc voilà, et une vingtaine de familles en situation de précarité. Là aussi, c'est une contribution et un partenariat qui est proposé avec la ville de Strasbourg, où effectivement on permet à des familles qui iraient de toute façon bénéficier d'un colis alimentaire, de bénéficier plutôt d'un panier de légumes bio pour tenter de changer leurs habitudes alimentaires. Pour vous la situer un petit peu aujourd'hui sur le site, je suis allée trop loin, voilà. Et donc, en fait, vous voyez l'espèce de zone blanche avec des bandes. Hein, donc là, ce sont des serres, 4300 mètres carrés de serres, plus du bâti qui sert de bureau. Alors, en attendant, pour retrouver mes photos, je crois que c'est là. Ah, voilà. Ok, très bien. Non, ça c'est celui que je vous fais après.
À gauche? Ah, super, merci. Donc l'entrée du site. Alors hier, nous avons une visite avec un groupe de personnes qui étaient là. Alors, les Jardins de la Montagne Verte, donc je vous disais tout à l'heure, hein, un outil territorial, donc un outil politique, puisqu'il a une mission. Et que cette mission, en fait, elle a un agrément qui est délivré par la préfecture. Cet agrément, c'est de pouvoir faire de l'insertion inclusion et du coup d'être bénéficiaire de contrats aidés par les services de l'État. Donc c'est un financement direct du salaire brut chargé à hauteur de, ça varie en fonction des statuts de la personne, de 60 à 85%. Alors, l'objectif de cette structure, c'est bien sûr l'agriculture pour partie. Alors sachez que les personnes qui sont accueillies chez nous, elles ne vont pas toutes devenir des agriculteurs. Elles ne vont pas toutes aller vers les métiers du secteur du verre. Il y en a à peine 10% de cette population qui sont intéressés par ce secteur et qui vont pouvoir y développer réellement un projet. Soit à travers la formation, soit vraiment en trouvant un métier et un emploi et une fonction dans une autre exploitation agricole, du coup urbaine ou rurale, donc à proximité, surtout quand ils ont un moyen de locomotion, ou alors vont réellement créer leur propre activité autour de, j'allais dire, de métiers du recyclage, du développement durable. On a par exemple chaque année quasiment 3 à 4 personnes qui se dirigent vers ce qu'on appelle les guides nature. Donc des personnes en fait qui vont être plutôt orientées vers les scolaires, donc, et qui vont en fait avoir une formation presque généraliste autour du verre. On va avoir aussi des gens qui vont souhaiter s'installer à leur propre compte. Hein. En tant qu'agriculteur, ça nous est jamais arrivé parce que c'est très compliqué, mais qui s'installent à leur compte autour de recyclerie, autour de métiers un peu nouveaux. Ou alors, on a aussi des personnes qui vont créer leur propre activité de vendeurs ambulants. Mais du coup, on est sur des produits nature, produits légumes bio ou des choses comme ça. Alors, c'est... OK. Ah, du coup, il y a une pub que je n'avais pas vue dans les photos qui vous présente un petit peu notre festival qui dure toute la semaine et qui se finit avec quelques manifestations sur vendredi et samedi prochain. Voilà, donc là, vous voyez les productions en fait sur le site principal qu'on a visité. Alors, la production, c'est une 60aine de variétés de légumes qui se font chaque année. Le plan de culture est établi l'année d'avant, sur le mois d'octobre jusqu'au mois de décembre. Il est fait avec une équipe pluridisciplinaire de techniciens, d'ingénieurs agro, d'ouvriers agricoles et moi-même. Et ensuite, on a une conduite d'exploitation qui est presque une conduite classique d'exploitation. Et on va produire en fait nos légumes qui seront bien sûr des légumes de saison et des légumes adaptés à la production dans nos régions. Voilà. On aura à la fois du sous-abri, donc aujourd'hui on a à peu près 6000 m², et on a du plein champ aux alentours de 15 hectares. Alors, nos terrains, et c'est toute la difficulté en fait de faire de l'agriculture urbaine. Je disais hier à certains de vos collègues que s'il fallait s'installer comme un agriculteur classique, on ne s'installerait pas. Mais que puisqu'on est un peu bicéphale sur à la fois la production d'insertion et la production maraîchère, ça peut se faire. Parce qu'aujourd'hui, sur notre site, on a 6 sites éclatés de production. Ça veut dire 6 sites d'eau. Ça veut dire de la logistique entre les sites. Ça veut dire une identification à chaque fois du site avec les analyses de sol, etc., etc. Ça veut dire une rotation en fait qui est très limitée sur ce même site puisqu'il faut quand même la faire. Mais du coup, c'est assez compliqué. Alors que ce qui est recherché, l'idéal, hein, ça serait d'avoir, je sais pas, entre 8 et 12 hectares d'un seul tenant, de pouvoir avoir du bâti, donc d'avoir une production sous abri, de pouvoir installer ses locaux techniques, et puis d'avoir une vision relativement globale sur sa production, sur un seul espace.
Or là, c'est beaucoup plus compliqué. Avec l'autre difficulté d'être installé en ville, c'est tout ce qui est chapardage, tout ce qui est aussi tout ce que les gens peuvent vous mettre sur le bord de vos champs parce qu'ils voient que c'est pas fermé mais que c'est propre à l'intérieur, mais ils vont vous mettre leur gravat, ils vont vous mettre... Donc chaque année, on fait de l'enlèvement et il faut refaire du paysage à chaque fois. Donc ça, c'est une des difficultés sur le foncier dans Strasbourg. Je ne sais pas pour les autres régions, mais en tout cas dans Strasbourg, nous, la difficulté qu'on rencontre, c'est principalement celle-là. Et donc, on a 8 hectares de terrain qui sont complètement à l'extérieur de la ville de Strasbourg, mais qui sont là du coup d'un seul tenant et qui font partie de ce qu'on appelle, nous, le mécénat en nature. C'est parce que c'est la grande distribution qui nous le met à disposition. C'est Cora, Mundolsheim, pour ceux qui connaissent. Donc Cora, c'est une enseigne en fait qui est installée très fort sur la partie est de la France et on a pu travailler avec eux sur un mécénat puisqu'ils avaient en fait une emprise de terrain qui est de 8 hectares dont on dispose depuis 6 ans. Donc gracieusement, ils défiscalisent. Et en fait, elle est bio et aujourd'hui, on arrive à faire des productions relativement importantes sur ce site. Avec de l'installation eau que Cora a mis à notre disposition. Bien sûr, il n'y a pas de sous-abri, donc on fait tout en plein champ. Mais par contre, on a la possibilité sur leur site de laisser un tracteur et de laisser de l'outillage. Donc ce qui est pas mal. C'est le seul avec lequel on fait ça. Donc voilà pour ce qui est des terrains. Pour la production, la production c'est 2,5 tonnes de légumes par semaine. Donc qui sont directement distribués donc à notre réseau, mais qui sont aussi distribués sur 2 marchés différents dans Strasbourg, et puis sur notre point de vente directement à la ferme. Alors on s'est diversifié parce que quand on est arrivé en 2001, on n'était que 2 à faire du panier de légumes. Donc la ferme Saint-André qui, elle, accompagne des personnes sortant de prison. Et puis nous, installés en plein Strasbourg. Donc en 2009, par exemple, on faisait encore 1008 paniers. Depuis, on est descendu très fort et il a fallu en fait réfléchir à la diversification, à la mutation en fait de la production sous forme de paniers. Parce qu'aujourd'hui, on a une forte concurrence de plateformes de négoce qui, elles, vont acheter à des producteurs tous azimuts et qui vont constituer leur panier et qui vont effectivement les vendre à des gens qui vont les choisir sur Internet et qui vont faire leur propre composition, ce que nous ne faisons pas, par exemple. Et puis, il y a eu l'installation d'AMAP, donc ce qui est très très chouette, mais qui fait aussi une pression sur eux, et on le sent très fort avec certains collègues avec lesquels on discute, c'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près entre 28 et, je crois, une trentaine d'AMAP. Et donc, du coup, ça devient effectivement assez difficile, alors que pendant toute une partie de la vie de l'association, on avait une clientèle captive. C'est-à-dire que si elle voulait du panier, eh ben, elle avait notre panier, elle n'en avait pas d'autre. Donc voilà, et il a fallu donc diversifier. Je me suis arrêtée sur cette photo puisque la diversification s'est faite aussi sur la production de plants. C'est que notre budget aujourd'hui augmente chaque année d'à peu près 1,7%. On en est à 4% aujourd'hui de notre budget où c'est uniquement de la vente de plants à des amateurs qui vont, eux, jardiner et qui cherchent du plant bio. Donc ça, c'est un vrai changement dans nos techniques de production. Donc vous le voyez, là, la serre, elle fait quasiment 1000 mètres carrés et elle est destinée uniquement et exclusivement à la production de plants toute l'année, avec un réseau de ces jardins familiaux, de ces jardiniers amateurs, voire même certaines grandes distributions comme Botanique qui viennent s'approvisionner en bio. La diversification, c'était aussi de créer un point de vente chez nous en direct avec des produits de notre exploitation et qui s'adressent en fait au tout public. L'autre diversification, c'était d'ouvrir à la culture. Pour ceux qui ont visité hier, donc ils ont vu que en fait, c'est devenu un lieu d'exposition aussi. Et donc actuellement, on a une dizaine d'artistes qui exposent. Et l'idée, c'était d'ouvrir et de créer des alternatives d'activités qui permettent effectivement d'avoir d'autres sources de revenus, mais qui en même temps ne dénaturent pas l'activité de la structure.
Autre diversification, depuis 4-5 ans, on se mobilise énormément sur le marché public. Donc, les offres classiques qui s'adressent à n'importe quelle entreprise, mais auxquelles on répond. Alors, on répond sur le versant environnement, sur le versant développement durable. Et effectivement, depuis quelques années, on décroche des marchés qui sont assez intéressants et qui nous assurent aussi une autre source de revenus. Alors, on peut le faire parce qu'on est une équipe pluridisciplinaire, parce qu'on est dans un contexte un peu particulier. Je n'ose pas imaginer qu'un agriculteur qui s'installe en ville et qui soit obligé de faire ça soit en capacité, en fait, de mobiliser tout ça, parce que c'est pas évident. Souvent, il est tout seul, ou alors ils sont deux, et c'est assez compliqué. Je pense. On aura peut-être d'autres réponses au cours de la matinée. Séchage des échalotes. Et puis, on a aussi, dans la diversification, développé un rucher école. La possibilité pour les personnes qui s'intéressent au miel, ou en tout cas qui ont envie de devenir des apiculteurs, de se former, de construire leur propre ruche dans un premier temps et ensuite de pouvoir développer une activité apicole, soit en interne de Strasbourg, soit en externe. On a développé tout un business plan et toute une technique d'accompagnement qui consiste à dire qu'il faut à peu près 200 ruches pour que quelqu'un puisse en vivre de façon pleine et entière. Et l'idée, c'est dans ce panel de personnes, on n'a pas forcément des gens qui veulent tous s'installer en apiculteur, mais on a des gens qui ont envie de produire leur propre miel, qui ont envie d'avoir une activité de loisir qui est celle-là. Et donc, on a eu, je crois, sur les 4 dernières années, un seul apiculteur qui s'est installé, mais qui a dû aussi partir en montagne. Le point de vente. Donc là, on a un petit point de vente qui propose notre production au quotidien, tous les jours. Voilà. Alors, 5 minutes, c'est bon. Le mécénat, je vous en parlais tout à l'heure, donc j'y reviens. L'ancrage territorial, c'est aussi la dynamique qu'on peut avoir sur son territoire avec les acteurs qui y sont déjà présents. Alors, nous, en fait, par rapport à ce lien, puisqu'on en parlait ce matin, on a un gros lien avec les entreprises. D'abord parce que ça va être notre pourvoyeur d'emploi, mais aussi ça va être nos partenaires sur un certain nombre de thématiques qui peuvent être intéressantes. Alors, dernièrement, on a eu un prix du ministère de l'écologie sur les trophées de l'écologie, en fait, et on l'a obtenu avec une entreprise qui s'appelle Sati. C'est un torréfacteur, donc une vieille famille alsacienne, un torréfacteur qui est installé en fait au port du Rhin et avec lequel on travaille aujourd'hui assez fortement. Alors, en quelques mots, je vais vous dire comment ça s'est passé. Je cherchais un camion de 19 tonnes pour livrer nos légumes, puisqu'on était passé aussi, là aussi, à des diversifications dans des volumes un peu plus importants, puisqu'on vend aujourd'hui aussi à des coopératives. Et en fait, je cherchais un camion et puis j'entends par une relation qu'ils en avaient un et que le chauffeur allait partir en retraite. Et en fait, j'y suis allée au culot et je suis allée rencontrer le chef d'entreprise et je lui ai dit, bah voilà, je crois que... Et puis il m'a dit, oui, mais comment on peut faire voilà. Et donc l'idée, c'était de sortir ce camion de leur inventaire qui tourne toujours pour nous et de le défiscaliser. Donc on a eu ce 19 tonnes qui nous permet aujourd'hui de livrer nos légumes sur tout le département. Donc c'était assez intéressant. On a pu créer 2 emplois de chauffeurs livreurs poids lourds. Et en fait, quand je suis allée chercher les clés la deuxième fois, j'ai eu envie de visiter l'usine pour me dire, tiens, mais qu'est-ce qu'on peut y faire et voilà. Et en fait, sur le système de torréfaction, c'est assez phénoménal. Il y a donc le café arrive vert et il passe dans la machine et en fait, il va prendre à 60% de volume et il va avoir une enveloppe qui est ce qu'on appelle cette espèce d'endocarpe. C'est l'exoderme de café. Et cet exoderme de café, en fait, c'est de la cellulose. Et il va falloir en fait le sortir de là-dedans parce que d'abord c'est gras et puis c'est pas très bon, c'est amer, etc. Et alors eux en fait avaient 2 dispositifs, un système d'écoulement qui repartait dans l'eau, c'est-à-dire qu'il était dilué parce que c'est très volatile et ça partait en fait dans l'assainissement, et un autre système où c'était fait en une espèce de gros cylindre qui était après jeté, il fallait payer pour le recycler.
Et en fait, j'étais surprise par ce déchet et je me suis dit, tiens, mais et si j'en prélevais? Donc j'en ai pris un sac et j'en ai envoyé une partie à un cabinet d'analyse alsacien, un autre allemand et puis un autre à Paris. Et on a découvert en fait que ce déchet est quasiment de meilleure qualité que le guano marin. Voilà. Et en fait, on s'est dit, mais c'est pas possible. Nous, on a bien sûr des intrants et on a de la matière organique, on fait de l'amendement. Donc l'idée, c'était de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas passer là-dessus de façon totale? Et donc ça fait 5 ans qu'on travaille là-dessus. Et aujourd'hui, les 12 tonnes de ce déchet qui sortent de l'usine nous servent d'amendement exclusivement. À tel point qu'aujourd'hui, on travaille toujours avec Sati sur la classification de ce produit et sur une vente au grand public. Donc voilà comment la rencontre et l'ancrage territorial a pu se faire avec Sati, mais ça s'est fait avec beaucoup d'autres entreprises, puisqu'aujourd'hui on compte un club d'entreprises de 22 entreprises, avec lesquelles on travaille exclusivement sur des thématiques qui les intéressent eux. En fait, ce que l'entreprise veut, c'est pas perdre son temps, pas perdre d'argent, et puis qu'éventuellement on lui règle quelques difficultés ou quelques problèmes. Donc voilà. Alors pour Sati, en tout cas, en termes de recyclage, il n'y avait plus cette entreprise qui recyclait et qui faisait payer à la tonne, donc déjà, et on a pu reprendre ce produit. L'autre élément qu'on a pu faire aussi, c'est que le café arrive dans des sacs de toile de jute, et vous en avez vu hier pour ceux qui ont visité. Donc ces sacs de toile de jute, aujourd'hui, nous servent de paillage sur tout le site. Donc on a à peu près une vingtaine de tonnes de sacs de toile de jute qui arrivent chez nous et qui sont utilisés comme paillage naturel complètement. Et en plus de ça, on leur vend des légumes puisqu'ils prennent des paniers. Donc on a créé un point de dépôt en interne. Et depuis 2 ans, on leur a proposé d'abandonner leur gazon et de faire une jachère fleurie. Et c'est nous qui l'entretenons et ils payent la prestation. Donc voilà, la boucle est bouclée. Et l'idée, c'est de faire ça avec toutes les entreprises avec lesquelles on travaille. Et de le faire en tout cas Alors, j'aime pas trop la formule, mais c'est vraiment celle-là, c'est gagnant-gagnant. C'est chacun s'y retrouve. Et puis du coup, chacun il met un peu du sien. Mais c'est aussi, ce qui est aussi important là-dedans, c'est que vous verrez, toutes ces relations, c'est facteur de personnalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez quelqu'un en face de vous qui a peut-être pas les moyens, qui sait peut-être pas, mais qui a envie. Et c'est en fait tout le travail qu'il faut faire autour de cette envie et autour de cette dynamique. Et il y a des entreprises, alors les gros groupes, c'est très difficile de les mobiliser, je peux vous le dire, parce qu'on a une personne qui à un moment donné est désignée RSE, donc il faut qu'elle fasse de la RSE à fond. Et puis après, on ne sait plus ce que ça devient et on ne sait plus comment faire. Alors que pour d'autres, en fait, vraiment, le fait de cultiver réellement la relation peut donner des résultats assez extraordinaires. Voilà. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai 2 petites questions. La première, c'est étant donné que vous avez une action d'intérêt social et que vous êtes financé par le FSE et l'État, je me demandais si vous aviez aussi des financements de l'intercommunalité, du département, voire de la région, parce que vous créez peut-être des emplois dans le secteur. Enfin, vous permettez peut-être cette création-là. Alors, sur la ville de Strasbourg, sur 1,4 million, on est financé à 15 000 euros. Donc, c'est 0,0, je ne sais pas quoi. Mais par contre, on a un soutien très fort de la ville de Strasbourg et de tout ce qu'on appelle la polyvalence de secteur en termes de travailleurs sociaux, etc. Et on est quasiment sur tous les projets que peut proposer la ville. Donc c'est aussi un plus, je veux dire, c'est pas forcément que financier. On est sur une approche partenariale qui nous séduit toujours avec eux, puisque on intègre des nouveaux projets, des nouvelles expérimentations, et ça c'est assez intéressant. Sur la région, on n'a que du financement sur de la formation, mais ça c'est parce que c'est leur ligne de compétences. Et sur le département, on a 90 000 euros par an pour l'accompagnement des publics qui sont au RSA, donc au revenu
de solidarité active. Voilà. Ok. C'est une toute petite question. En fait, vous disiez que vous aviez un budget qui augmentait tous les ans. Et du coup, je me demandais, est-ce que ça permet d'embaucher plus de travailleurs permanents? Et si oui, lesquels sur quoi sont-ils Alors en permanent, on est quasiment obligé de créer son emploi pour le financer. C'est-à-dire que du coup, il faut... Là, par exemple, je vous ai parlé des appels d'offres et du marché public. On est 2 à faire ça, mais on vit sur les marchés publics. C'est-à-dire que c'est une quasi-contrainte dans notre structure de pouvoir en fait trouver d'abord le revenu et la ressource avant de créer l'emploi. Donc c'est assez compliqué. Donc on ne développe pas forcément des emplois comme ça, mais il y en a qui se développent parce qu'il y a des niches, parce qu'il y a vraiment des projets très spécifiques et que du coup c'est une vraie gymnastique à l'année. Voilà. Après, en termes d'agrément, on est limité sur un agrément de contrat pour tout ce qui est contrat aidé et on ne peut pas les bouger. Hein. Donc, c'est la préfecture. Alors, on peut faire la demande hein, et c'est la préfecture qui va accepter en fait d'augmenter notre volume ou de le baisser. Et ce, en fonction des financements. Donc pour réaliser tous ces projets qui touchent les aspects sociaux, environnementaux, économiques, l'écologie industrielle, vous avez dit que vous avez une équipe pluridisciplinaire et j'aurais aimé que vous nous parliez de l'équipe, de votre équipe, justement. Et puis la deuxième question, c'est sur quel type de marché public vous intervenez? D'accord. Alors sur l'équipe pluridisciplinaire, en fait, vous allez avoir autant des gens qui sont du secteur agricole qu'une psychologue du travail. Alors la psychologue du travail, elle sert surtout au recrutement, beaucoup, puisqu'on a un taux de placement à respecter, donc l'idée c'est d'avoir des profils qu'on peut accompagner. Ensuite, l'association a décidé d'avoir quand même un quota, alors je suis désolée de parler en chiffres, mais c'est comme ça quand même dans le social. Il y a un quota de personnes qu'on accueille pour lesquelles on sait qu'on n'aura pas forcément de solution, mais on sait que le passage chez nous va améliorer leur vie. Et donc du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un quota de 25% qui est imposé par l'association. Mais du coup, c'est elle qui prend en charge aussi ce que ça coûte. Je voulais juste savoir, en fait, par rapport à l'économie solidaire que vous mentionniez, les 120 étudiants puis les 20 familles qui bénéficient de paniers, comment ça fonctionne au niveau, dans le fond, est-ce qu'eux doivent payer quand même en partie le panier ou c'est subventionné à un certain pourcentage? Alors, je disais économie sociale et solidaire parce que l'insertion par l'activité économique est une partie aujourd'hui admise de l'économie sociale et solidaire. Et sachant que l'économie sociale et solidaire sur l'Alsace fait travailler à peu près 11 500 salariés, tout confondu. Alors, pourquoi ce choix de panier solidaire ? On est parti d'une expérimentation que vous retrouverez sur Internet où le ministère en fait, de l'Agriculture et de la Santé a mis en place un projet qui s'appelle 30 000 paniers solidaires. L'idée, c'est que les services de l'État, à un moment donné, vont financer 30 000 paniers solidaires sur tout le territoire français. Et ils ont décidé de choisir le réseau Cocagne pour le relayer, puisque nous sommes 110 jardins sur tout le territoire national. Donc Strasbourg en fait partie, sauf que notre choix, nous, ça n'a pas été des familles comme certaines régions. On a plutôt fait le choix d'étudiants. Alors pourquoi des étudiants ? Parce que quand on a fait le choix, on a fait participer nos salariés en insertion sur la décision qu'il fallait prendre. Et on avait beaucoup de pères de famille, de mères de famille qui disaient « J'aimerais surtout pas que mon fils ou ma fille se retrouve dans ma situation d'insertion ». Donc si on pouvait leur filer un coup de pouce pour qu'ils mangent correctement, pour qu'ils étudient correctement, pour que... Voilà. Donc le choix est presque un peu basique comme ça, mais ça a été fait comme ça. Et du coup, le conseil d'administration est allé dans ce sens et nous avons décidé de mettre en place ces paniers qui fonctionnent du coup uniquement sur l'année scolaire, puisque pendant les vacances, il n'y a pas de panier, et qui consiste à travailler avec une association ancrée sur le campus, c'est Campus Vert, pour ceux qui connaissent. Et l'idée, c'est de faire participer les étudiants sur 10 € à hauteur de 2 €. Voilà. Et en fait, ce calcul est fait à partir de leurs propres revenus, sur du déclaratif, bien sûr, mais il n'empêche que, effectivement, un certain nombre d'étudiants, dans les évaluations, nous répondent que ça les a beaucoup aidés. Et l'autre partenariat qu'on a dû mettre en place, c'est que dans certaines chambres, vous ne pouvez pas cuisiner.
Donc, à Paul Appel, en fait, le cuisinier tous les samedis matins répond présent bénévolement et cuisine les paniers avec les étudiants. Ils sont mis en tupperware ou en barquette ou je ne sais pas quoi. Et les étudiants peuvent les consommer sur la semaine. Et donc, c'est une activité de cuisine qui est sympa. On a mis du temps, mais ça fonctionne bien. Malheureusement, moi, je n'étais pas dans le groupe de visite de Montagne Verte, mais est-ce que c'est une ferme ouverte au public, comme en disant dans la notion de parc, comme un parc parce qu'il participe dans le réseau de tram, dans le réseau Ouais. de Venez quand vous voulez. voilà, Oui, c'est exactement accessible, ça. tout le monde. Il y a des erreurs, les gens, ils 8h, sont libres. 18h tous les jours. Ok. Voilà. Donc, vous pouvez venir quand vous voulez pour visiter. Sur place, c'est ce que je disais hier. Donc, on a des temps de travail pour les artistes. C'est-à-dire qu'on a des artistes qui font leur propre production sur place. Mais on a aussi des étudiants qui viennent faire leur mémoire, travailler. Nous allons donner la parole maintenant à Anne Frankhauser et Dominique Métro pour parler de la convention entre la ville de Strasbourg et la Chambre d'agriculture du Haut-Rhin. Du Bas-Rhin. Avant de Du Bas-Rhin. devenir la Chambre d'agriculture d'Alsace, donc vous n'êtes pas très loin de la réalité au bout du compte. Donc la première chose qu'on va faire, c'est présenter un petit peu, comme ça a été fait hier par Françoise Buffet, les grandes caractéristiques de l'agriculture de la CUS. Donc en fait, il y a 200 exploitants agricoles sur le territoire de la CUS, qui fait 10 000 hectares, hein, comme ça a été dit hier, c'est-à-dire un tiers de la superficie totale de la CUS. Une des caractéristiques importantes, c'est qu'il y a quasiment un agriculteur sur deux qui est agriculteur à titre principal ou agriculteur double actif pour faire le pendant. Donc ça, c'est un point important parce que quand on parlera d'évolution d'agriculture, le comportement d'un agriculteur à titre principal n'est pas du tout le même que celui d'un agriculteur qui est double actif. Un élément de contexte qui est important, c'est qu'il y a 11% des superficies des agriculteurs qui sont leur propriété. Ça aussi, c'est un élément important parce que souvent, même dans la compréhension du fonctionnement de l'agriculture par les non-agriculteurs dont on parlait tout à l'heure, ils ont parfois tendance à penser qu'un agriculteur est avant tout propriétaire et que dans une situation périurbaine, il raisonne davantage par rapport à ses intérêts de propriétaire, entre guillemets, un peu de spéculation, que par rapport à ses intérêts d'acteurs économiques. Sur le territoire de la CUS, ce n'est pas le cas, ou peu le cas, hein, puisqu'il y a uniquement 10% des superficies dont ils sont propriétaires. Un autre chiffre qui est intéressant à citer, c'est que 21% des superficies qui sont exploitées par les agriculteurs sont des propriétés des grandes collectivités, de la ville, de la CUS, mais aussi des hôpitaux, de l'œuvre Notre-Dame. Donc ça, c'est un élément qui est important. Pour aussi comparer les choses par rapport au reste du département, dans le reste du département, la part propriété des exploitants est plutôt aux alentours de 1/3. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans une situation très différente sur le territoire de la CUS. Les superficies moyennes exploitées par les agriculteurs, en fait, sont de 50 hectares. Hein, donc, par rapport au plateau de Saclay dont on parlait tout à l'heure, on voit que c'est quand même très différent. La moyenne des agriculteurs à titre principal est 75. La moyenne des doubles actifs, plutôt 25. Et sur le plan de l'agriculture biologique, on a 7 exploitations, maintenant 10, qui sont en agriculture biologique, ce qui représente 0,8% de la surface. Bon, le maïs est évidemment une culture importante, 50%, mais il y a d'autres cultures qui sont sur le territoire, peu d'élevage. Sur les éléments d'urbanisation, en fait, ce qui est important de préciser, on va chercher à faire, je pense, une présentation assez courte pour vous laisser la place aux questions, c'est qu'il y a quand même eu une décrue de l'urbanisation, puisqu'on était à 116 hectares entre 1976 et 2007, 116 hectares par an de consommation. Aujourd'hui, on est plutôt sur un pas un peu inférieur, on est à une 60aine d'hectares. Donc en fait, il y a des éléments quand même positifs qui se sont déroulés. On voit par exemple quand même la construction de la ville sur la ville. Quand on regarde ce qui se passe sur l'axe de la direction de Kehl, il y a quand même des choses intéressantes qui se font et on arrive quand même à limiter un petit peu plus la consommation des espaces. Mais quand même, sur les 10 000 hectares, 10 000 et quelques hectares de surface agricole, il faut préciser que là-dessus, il y a 2800 hectares qui sont des terrains qui sont
classés en zone à urbaniser, donc sur lequel il y a vraiment une épée de Damoclès qui pèse sur les agriculteurs. Et dans le cadre du prochain PLU, qui est un PLU intercommunautaire, on a demandé, un des axes de notre partenariat, c'est de réduire un petit peu cette pression foncière, et on aura probablement une réduction de 500 et quelques hectares de ces 2008, donc qui pour nous est un élément positif du partenariat, quoi. Donc on voit en fait dans ce partenariat, notre objectif, c'est pas du tout, comme ça a pu peut-être être évoqué tout à l'heure, par exemple, de créer des synergies entre des habitants et des agriculteurs pour contrecarrer des projets de la collectivité. C'est pas du tout ça. Nous, l'objectif de notre partenariat, c'est de co-gérer nos besoins de développement commun, quoi. Et c'est ça qui se passe assez bien, enfin le mieux possible aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment dans cette optique-là, de dire l'économie agricole, c'est une économie, comme les autres. La ville a besoin de se développer, peut-être qu'elle a besoin de mieux se développer, mais ce qu'on cherche à faire, c'est faire en sorte qu'on arrive à vivre ensemble et le plus correctement possible. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important. Derrière ça, le partenariat qu'on a mis en place, donc c'est une convention pluriannuelle entre la Chambre d'agriculture du Bas-Rhin, l'ACUS, la ville de Strasbourg. En fait, quand on regarde un petit peu l'histoire du partenariat entre le monde agricole et le territoire de l'ACUS, il était, Françoise Buffet l'a précisé hier, relativement, on va dire, embryonnaire avant l'arrivée aux affaires de Roland Ries. Il y avait des relations, mais c'était vraiment, on va dire, du strict minima, quoi. Et à partir du moment où il y a eu donc Roland Ries et Jacques Bigot et Françoise Buffet, il y a eu cette volonté donc de travail en partenariat. Et donc dans un premier temps, il n'y a pas eu du tout la volonté d'imposer de la part de la ville, de dire, bah voilà, moi je pense que l'agriculture doit évoluer comme ça, et donc il suffit ensuite de dire aux agriculteurs, en tant que bons petits soldats, bah vous allez faire comme ça, et puis tout va bien aller. C'est sûr qu'on peut raisonner comme ça, mais généralement on arrive à strictement aucun résultat. Et ça n'a pas du tout été donc la volonté politique de l'ACUS de travailler comme ça a été de dire, on rencontre le monde agricole, Jean-Paul Bastian en l'occurrence, qui est président de la Chambre d'agriculture, et on a essayé de voir en fait comment on pouvait travailler ensemble. Et donc les 4 principaux objectifs de notre partenariat, qu'avec Anne on va ensuite détailler, c'était premièrement la préservation en fait des espaces agricoles et le maintien des exploitations agricoles, premier point essentiel et emblématique du partenariat, conserver le maximum d'agriculteurs, même si on sait qu'il y aura quand même encore de la consommation d'espaces agricoles. Le deuxième point, c'est le développement d'une agriculture durable, dans lequel il y a bien sûr la question du bio, mais plus généralement la question d'une agriculture qui doit être respectueuse de l'environnement. Le troisième point, le développement d'une agriculture de proximité. Alors sachant que quand on parle d'agriculture de proximité, nous on entend bien sûr Alsace-Lait, c'est-à-dire des circuits longs, mais au bout du compte, un produit, une brique de lait qui va se retrouver dans des grandes surfaces alsaciennes achetées par des consommateurs locaux, mais la vision aussi des circuits courts, vraiment courts. Il faut se méfier d'ailleurs derrière cet aspect-là, parce que aujourd'hui, par exemple, on parle de paniers, on a l'impression que des paniers, c'est forcément du circuit court. On en discutait tout à l'heure en aparté, quand on sait que sur le potentiel de paniers qu'il y a sur Strasbourg, ça peut être 5000. Il y en a 2800 aujourd'hui qui sont apportés, c'est une information que j'ai apprise ce matin, par une entreprise allemande avec un schéma, un process, on va dire, très opérationnel, très industriel. On s'éloigne quand même légèrement peut-être d'une situation, enfin c'est quand même du circuit court, mais il faut quand même être prudent de ce qu'on entend par circuit court, y compris d'ailleurs à notre niveau, au niveau agricole, on pourra en reparler. C'est le troisième point donc, de notre partenariat. Le quatrième point, c'est le renforcement du lien qu'il y a nécessaire entre donc, les agriculteurs et les citadins. Parce qu'effectivement, on se rend compte qu'à partir du moment où on a des mondes qui ne se parlent pas, on n'est pas capable de s'expliquer, on n'est pas capable d'expliquer pourquoi on fait des choses au niveau de l'agriculture. Donc c'est aussi un point très important, on prendra donc quelques exemples là-dessus. Tout ça, très concrètement, ça se traduit par donc, une convention de partenariat
Et dans cette convention de partenariat, on a 19 actions qui sont répertoriées dans chacune des 4 grands axes dont on vous a parlé. On ne va pas vous présenter les 19 actions. On a choisi en fait de vous présenter certaines actions qui nous paraissaient importantes. Les pilotes de cette opération, Françoise Buffet, bien sûr, Jean-Paul Bastian, donc au niveau de la Chambre d'agriculture. Et puis au-delà de ces 2 personnes qui ont un rôle fondamental, on a bâti un comité de réflexion. Dans ce comité de réflexion, vous avez pour moitié des maires de la CUS qui ont choisi de travailler sur cette problématique, et puis également des agriculteurs du territoire de la CUS. Il y a aussi un partenaire un peu particulier. Hélène Claire est ici présente de l'OPABA. L'OPABA qui s'occupe un petit peu de tout ce qui est promotion de l'agriculture biologique sur le territoire alsacien. Comme c'était une volonté forte de la part de l'ACUS et de la ville de Strasbourg de voir grimper l'agriculture biologique, bien sûr que même si la Chambre d'agriculture travaille sur l'agriculture biologique, il y a un partenaire privilégié qui est l'OPABA et qui s'occupe de ça. Je crois qu'il y a un atelier cet après-midi qui traitera de cette question. Voilà, maintenant on va un petit peu rentrer dans certains détails et je passe la parole à Anne. Alors, je voulais juste rajouter sur la convention, en fait, comme le disait ce matin Madame Lardon, la collectivité n'a pas de compétences propres en matière d'agriculture. Donc toutes les actions qu'on a réfléchies avec la Chambre d'agriculture, il a été nécessaire d'identifier les points de compétences que la collectivité peut avancer pour les légitimer, ces actions. Donc en fait, c'est une conjugaison de compétences telles que l'aménagement du territoire, le fait d'être propriétaire de foncier, le fait d'approvisionner la ville en eau potable, donc qui nous permet de développer les actions en agriculture biologique. Donc voilà, il y a une sorte de conjugaison de compétences qu'on a mise en avant pour légitimer, pour justifier juridiquement ce partenariat et l'asseoir correctement et développer toutes ces actions. Alors donc effectivement, on a pris le parti de ressortir 4 actions qui sont emblématiques de notre partenariat et qui ressortent de chacun de ces objectifs. Donc pour le premier objectif qui était de pérenniser les terres agricoles et maintenir les entreprises, en fait dans ce cadre-là, il y a une action qui est assez déroutante, je pense, pour les agriculteurs au départ, parce que les coutumes étaient relativement ancrées. C'est le fait d'avoir une volonté plus forte de gestion du foncier de la collectivité. Donc en fait, on partait d'un état des lieux avant la signature du partenariat qui était le suivant. La collectivité donc, est propriétaire d'à peu près 500 hectares sur les 10 400 hectares de territoire agricole de la CUS. Et ces 500 hectares, en fait, sont pour l'essentiel confiés aux agriculteurs sous la forme de conventions précaires. Et c'est assez rarement des baux ruraux. Cette mise à disposition, en fait, visait un objectif relativement minimaliste, c'est-à-dire éviter les friches et assurer une gestion simple et efficace, finalement, du territoire agricole, qui était potentiellement amené à évoluer vers de l'urbanisation. Dans ce cadre-là, en fait, il y a une libération épisodique de ces terrains pour raison de départ à la retraite. Donc, en fait, les choses sont relativement figées. Les agriculteurs qui sont installés sur ces terrains, il y a assez peu de changements de locataires. Avec la mise en place de cette convention, on a défini une procédure d'attribution des parcelles. Donc, dès lors qu'une parcelle se libère, qu'elle soit de 30 arts ou de plusieurs hectares, l'idée, c'était de dire il faut qu'on essaie de mettre en place une procédure transparente et équitable qui nous permette de rechercher les agriculteurs, enfin de les informer et de choisir en fait l'agriculteur dont le projet sera le plus en phase avec le projet de la collectivité.
Donc, en fait, on procède à des appels à candidature. Alors, il faut mesurer un petit peu la procédure. Il ne faut pas non plus faire un appel à candidature trop large si c'est juste pour 30 arts, parce que ça crée un intérêt qu'on ne peut pas forcément, auquel on ne peut pas forcément répondre. Donc, on passe en fait par les délégués communaux, les agriculteurs qui représentent, qui sont les représentants sur la commune sur lesquels les terrains se libèrent. Ensuite, on a défini des priorités d'attribution. Alors, on n'est pas tout à fait libre sur cette question-là. Le Code rural nous dit que en cas de libération, en cas de terrain libre, il convient de les attribuer d'abord aux jeunes agriculteurs. Alors, ça répond plutôt positivement à un but qu'on recherche, c'est-à-dire installer les jeunes. Et dans l'hypothèse où il n'y aurait pas de jeunes agriculteurs, c'est un agriculteur de la commune qui, s'il postulait, devrait être l'attributaire du terrain. De manière conventionnelle, nous avons rajouté des objectifs, à savoir la nature du projet, donc un projet maraîcher, un projet d'agriculture biologique, fera la différence. Dans ce cas-là, nous essayons de systématiser les clauses environnementales dans la conclusion du bail, et l'alternative, l'alternative, c'est la compensation de surface. Juste pour rentrer un tout petit peu dans ce détail-là, en fait, effectivement, en raison de la croissance de la ville, les agriculteurs perdent des terrains. Donc l'idée, c'est, lorsque les terrains se libèrent, que ceux-ci puissent être d'une manière privilégiée, être réattribués à des agriculteurs qui perdent des terrains. Donc, je vous disais, effectivement, c'est une procédure qui est très nouvelle et qui heurte un petit peu, qui contrevient un petit peu aux habitudes qui sont bien ancrées chez les agriculteurs. Voilà. Et donc, peut-être juste un petit mot sur un travail, un cas pratique qu'on a fait dans un périmètre particulier. Le parc d'innovation, c'est en fait une zone d'activité dont un tiers à peu près est déjà urbanisé, et dont les 2 tiers restants vont progressivement être urbanisés dès lors que des entreprises ont besoin de terrain. Et la technique en fait qu'on a utilisée sur ce secteur-là, en fait, il y avait 80 hectares en fait de terres qui restaient agricoles, et donc le projet, il y a un nouveau projet qui est arrivé de 8 hectares. Et plutôt que de dire les 8 hectares, tant pis, ça tombe sur cet agriculteur-là et puis terminé, tant pis pour lui. Là, pour le coup, c'était des vraies conventions d'occupation précaires, donc c'était sorti des lieux sans indemnité. On a fait un travail d'animation avec la quinzaine d'agriculteurs qui étaient là. Et donc, parmi ces agriculteurs, il y en a un qui avait plus que largement dépassé l'âge de la retraite. Donc on a été suffisamment persuasif pour lui dire que ce serait peut-être bien que ce soit quand même plutôt lui qui supporte ça plutôt que des agriculteurs plus jeunes. Et ça s'est bien passé, pas sans discussion, mais après discussion, on est arrivé donc à trouver une formule où au bout du compte, cet agriculteur-là a arrêté ce qu'il aurait dû faire depuis un certain temps, et du coup ça a permis de réorganiser tout le foncier et de faire en sorte que les autres agriculteurs n'ont pas perdu de superficie. Pour revenir sur les règles de priorité, quand on parle d'orientation de foncier avec compensation, là il n'y a pas mise en place de clause environnementale. Par contre, si c'est vraiment du foncier qui arrive en supplément sur une exploitation, là la notion en fait de projet est particulièrement importante, et très souvent il y a la notion de clause environnementale. Et je voudrais rajouter un point sur les clauses environnementales. Bien sûr que le pouvoir du propriétaire, c'est de dire j'impose telle et telle clause environnementale, enfin du propriétaire particulier qu'est l'ACUS. Mais encore une fois, notre partenariat, on n'a pas voulu ça. C'est-à-dire que quand on parle de clauses environnementales, elles sont discutées entre le fermier et le propriétaire, et d'un commun accord, en fait, elles se mettent en place. Et c'est comme ça qu'elles seront durables, au-delà de l'aspect strictement réglementaire. Et donc, sur les 500 hectares de foncier de la collectivité, nous avons aujourd'hui à peu près 80 hectares qui ont été contractualisés sous la forme de clause, de bail rural à clause environnementale. Voilà. Donc, pour le deuxième objectif, l'agriculture durable,
Donc vous avez visité, je crois, lundi, le site de la Robertso sur lequel nous avons installé des bovins. En fait, pour revenir un tout petit peu sur ce projet, la ville a eu l'opportunité d'acheter un terrain d'à peu près 20 hectares à la Robertso et une grande partie de ce terrain en fait entrait dans le périmètre de la réserve naturelle. Et donc, en fait, l'idée, c'était de faire évoluer ce terrain en termes de culture, d'une production de céréales vers du pâturage. Voilà. Donc, je ne reviens pas plus là-dessus. Et donc, dans ces 20 hectares, il y avait 2,5 hectares qui ne rentraient pas dans la réserve naturelle et sur lesquels on a développé un projet de maraîchage. En fait, on a fondamentalement 2 projets de maraîchage. On essaie de vous les présenter de manière un peu en parallèle, parce qu'en fait, ce sont des projets qui ont la même finalité, remettre du maraîchage dans la ville, mais en termes de montage du projet, c'est relativement différent. Donc, pour les 2,5 hectares à la Robertso, en termes de foncier, la ville s'est rendue propriétaire de ce foncier en 2011 et le foncier était libre de toute occupation. Donc, on avait les coudées relativement franches sur ce périmètre. Je fais la présentation pareil, d'accord. Sur la Méno, c'est un projet en fait qui est plus strictement géré par les agriculteurs eux-mêmes, mais avec un contexte particulier, c'est qu'on avait affaire en fait à un exploitant agricole, un exploitant important en termes de surface de la CUS, qui louait tous ses bâtiments par bail amphithéotique à la ville de Strasbourg, d'une part, et qui avait un bail rural sur 70 hectares. 70 hectares, ce qui représentait le tiers de son exploitation. Donc une grosse exploitation, et une exploitation en fait très liée à la ville. Et en fait, on est arrivé à un moment donné à la renégociation du bail amphithéotique et à la renégociation du bail rural. Et à ce moment-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la ville de Strasbourg a dit à cet agriculteur, on va renouveler le bail, mais comment vous pourriez donc vous impliquer en fait dans le partenariat ? Est-ce que vous pouvez faire du bio ? La réponse de l'agriculteur, non, c'est pas mon métier, je ne me vois pas m'orienter dans cette direction. Est-ce que vous pouvez développer du maraîchage ? Moi-même, non, parce que je produis des pommes de terre, mais je suis pas, a priori, je me vois pas de m'orienter moi-même dans cette direction. Et donc la décision qu'il a prise, c'est même il a été au-delà du partenariat, c'est qu'il a dit, moi ce que je propose, c'est de céder 10 hectares de mon exploitation, de la céder en fait à un jeune agriculteur qui viendra s'installer, de manière en fait à ce qu'il y ait un projet de maraîchage qui se mette en place. Et d'un point de vue acteur économique, en tant qu'agriculteur, il nous dit, moi j'ai pas intérêt à me désolidariser de cette action parce que ça m'intéresse en termes d'avenir de mon système de production, parce que régulièrement je perds du foncier, donc je vois bien que je ne vais pas continuer ad vitam aeternam à être sur un système céréalier. J'ai intérêt à penser à autre chose, quoi. Et donc le autre chose, c'est la création d'une société entre cet agriculteur et le jeune, sur 3 hectares dans un premier temps, puis 10 hectares dans un deuxième temps, où en fait les deux vont être partenaires. Donc c'est une installation hors cadre familial, et cette installation hors cadre familial, en fait, est soutenue aussi financièrement par les exploitants qui sont en situation, on va dire, bien installée, quoi. C'est une exploitation qui tourne très bien. Donc d'un point de vue foncier, la CUS, là, en fait, part sur un projet dont elle ne maîtrise rien foncièrement, mais elle avait en fait un autre angle d'attaque sur l'exploitation, on va dire de négociation, et ça s'est traduit par le fait que l'agriculteur dit du coup, moi je suis d'accord, je fais cette proposition où je m'implique d'une manière très concrète dans le partenariat. Peut-être que ce moment-là. Vas-y. Ouais, puis pardon. Donc sur cette affaire de la Méno, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il fallait construire. Parce qu'en fait, l'agriculteur, pour faire des légumes, il fait des légumes de plein champ, il fera des légumes de plein champ, mais il va aussi faire des légumes sous serre. Et ça fait le lien avec un autre point du partenariat qui est le PLU.
c'est que pour nous, quand on discute d'un PLU au niveau de la profession agricole, il y a 2 aspects qui sont essentiels. Premièrement, limiter la réduction des espaces agricoles, on en a parlé. Et deuxièmement, c'est obtenir des zones de constructibilité agricole. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on veut que l'agriculture change si on ne permet pas que, par exemple, ce soit possible de construire des bâtiments agricoles. Alors on ne demande pas non plus que tout soit construit dans tous les sens et dans toutes les directions, mais c'est important qu'on ait des zones de constructibilité agricole. Ce secteur-là ne l'est pas, et donc dans le cadre du PLU, il le deviendra. Donc ça, c'est aussi un point important. Ensuite, sur la poursuite du projet, on a aidé l'agriculteur à trouver un jeune maraîcher. Parce que, alors dans un premier temps, il y a différentes solutions qui ont été recherchées. Il y a Terre de Liens aussi qui a travaillé sur cette question-là. Ça n'a pas permis d'aboutir. Et puis ensuite, on a trouvé donc un jeune qui, donc aujourd'hui, est le jeune qui est retenu. Et le diable est toujours dans les détails, c'est-à-dire que, bien sûr, on peut développer toujours des grandes idées. Quand on travaille entre la CUS, la ville de Strasbourg et la Chambre d'agriculture, et qu'on a le souci commun et permanent d'aboutir à des projets concrets et pas simplement à des grandes déclarations, on est obligé d'aller jusqu'au bout. Et ça va jusqu'à des problèmes de clôture, ça va jusqu'à des problèmes de gestion de la propriété. C'est pour ça qu'il faut toujours accepter que les projets prennent un certain temps, parce que pour réussir à les résoudre, il faut aller dans tous les détails. Mais notre objectif, c'est toujours d'aboutir. Voilà, sur le projet de la Méno. Voilà, donc par rapport à la Robertso, c'était un tout petit peu différent. Effectivement, la réglementation au niveau de la constructibilité était très différente. Elle est plus favorable. Donc là, on n'a pas de travail particulier à faire. D'autant plus que le projet ne nécessite pas forcément de construction importante. Il n'y a pas d'objectif à court terme d'installer des serres. Le projet, enfin la personne qui a été retenue en fait a simplement, développé un projet de libre cueillette. Donc là actuellement il y a un petit cabanon sur le site, vous l'avez vu peut-être. Oui, c'est le site où il y a les fraises. Voilà, bah, très bien, elles étaient bonnes je pense. Enfin, moi je les ai goûtées, elles étaient vraiment très bonnes. Et j'en ai acheté. Hein. Et donc pour revenir juste sur le porteur de projet, en fait, là pour le coup, je reviens sur la procédure dont je vous parlais tout à l'heure. C'est effectivement une procédure qui, là pour le coup, il y avait un élément supplémentaire, c'était la rédaction d'un cahier des charges dans lequel on a clairement spécifié nos objectifs, qui étaient assez simples finalement. On veut un maraîcher qui fasse de l'agriculture biologique, qui soit plutôt jeune agriculteur et qui vende en direct, quelle que soit la manière dont il décide de vendre après. Voilà. Et donc, avec ce cahier des charges qui a été diffusé par les réseaux de l'OPABA et de la Chambre, qui a été publié dans l'Est agricole et viticole, nous avons eu une petite dizaine de candidatures. Nous avons immédiatement et réglementairement écarté les personnes qui avaient plus de 35 ans, je crois, enfin les agriculteurs qui n'étaient pas qualifiables de jeunes. Et il nous restait donc 5 agriculteurs, 5 jeunes en fait, ça vous fait sourire, 5 jeunes, dont 2 étaient dans le cadre familial, c'est-à-dire qu'ils ont un environnement des parents qui sont déjà maraîchers, qui sont déjà agriculteurs, et 3 autres qui ne l'étaient pas du tout, donc qui n'avaient pas d'arrière, de contexte sécurisant. Oui. Et donc en fait, on s'est plutôt penché sur les deux agriculteurs, enfin les 2 jeunes qui sont dans un contexte déjà favorable, parce qu'on se disait que 2,5 hectares, c'est peut-être une surface relativement petite pour lancer quelqu'un de prime abord sans qu'il ait de filet de sécurité. Donc finalement, on a certes installé un jeune, mais ça a aidé aussi à l'agrandissement un petit peu de la structure de la famille.
Voilà, donc j'en viens quand même un tout petit peu sur la question des investissements. Je vous disais tout à l'heure que la collectivité assoit son intervention sur différentes compétences. Lorsqu'on commence à faire des investissements, ça devient un petit peu glissant parce qu'on n'a pas le droit de faire des aides aux agriculteurs d'une manière, des aides financières aux agriculteurs d'une manière, supplémentaire à ce qui existe déjà. Or, il y a déjà un contexte relativement dense lié à la PAC, en fait. Donc, pour les questions de clôture dont parlait Dominique, en fait, la subtilité juridique, c'était de dire que, en tant que propriétaire de ce foncier, nous améliorons le foncier, nous amenons effectivement les clôtures parce que c'est une activité de maraîchage que nous souhaitons voir installée là-dessus. Il y avait un puits sur le site, mais on a aussi procédé à des raccordements électriques. Et donc, ce sont des dépenses qui ont été prises en charge par la ville de Strasbourg en tant que propriétaire du lieu. Ce qu'on ne pourra pas envisager, par exemple, sur la Méno, où nous ne sommes que partiellement propriétaires. Donc, on ne peut pas faire on peut pas tenir ce même raisonnement. Et donc, pour finaliser, on a signé un bail rural avec notre maraîchère sur la Robertso. Et dans ce bail, c'est le premier avec une clause environnementale agriculture biologique. Voilà. Déjà, donc on arrive à l'objectif 3. Très vite, on a mené une étude. Qui nous a conforté dans l'idée qu'il y a un potentiel de consommateurs intéressés, qu'il y a un potentiel de producteurs qui souhaitent se diriger vers la vente directe. De là, on a identifié différentes pistes. Alors, les paniers, mailler davantage le territoire en paniers. Donc, les Jardins de la Montagne Verte ont été partenaires sur cette opération. Le fait de faire de la communication, de la promotion. Et puis notre projet emblématique de cet axe-là, qui est le magasin de producteurs au centre-ville. Donc c'est l'ancienne douane, un site qui est patrimoine ville de Strasbourg, à caractère historique. Donc ça pose des contraintes en termes d'architecture, ça renchérit le coût de l'opération forcément. C'est un bâtiment qui est partiellement occupé par une brasserie, par une crèche en bout de bâtiment. Donc, mais néanmoins, c'est un bâtiment qui est tout à fait central, accessible et vraiment très bien positionné. Alors sur cet aspect, en fait, quelques mots sur la manière dont on a organisé le partenariat sur cette affaire-là. Vous avez vu hier dans la présentation d'Emmanuel Dolinger que culturellement, en Alsace, la notion de circuit court et de magasin, c'est plus souvent, par exemple, un magasin en fait qui est géré par un agriculteur et que dans ce magasin, en fait, il fait venir des produits en fait d'autres agriculteurs. Culturellement, c'est un petit peu ça qui se fait ici. Ce qu'on a voulu faire sur le territoire de la CUS, c'est autre chose. C'est ce qui s'est fort développé dans de nombreuses régions françaises. Encore une fois, on n'a rien inventé. On s'est appuyé sur les expériences de Rhône-Alpes, qui sont très fortes dans le domaine, aussi sur d'autres expériences. Et on a voulu donc mettre en place un magasin collectif, Donc derrière ça, en fait, le rôle de la Chambre d'agriculture, donc déjà CUS, Ville de Strasbourg et Chambre d'agriculture, on a bâti ensemble donc le projet, ce qu'on voulait voir arriver. Et ensuite, notre mission dans cette affaire-là, ça a été de faire un appel à candidature auprès des 480 producteurs en fait, qui font déjà de la production en circuit court sur le département du Bas-Rhin. Il y en a 50 qui se sont portés candidats. Et ensuite, donc, nous-mêmes et la collectivité, on a sélectionné en fait les 18 producteurs qui, au bout du compte, sont retenus. 18 producteurs en fait qui couvrent toute la gamme des produits, du vin à la viande ovine en passant par les légumes. Il n'y a pas d'exclusif bio ou pas bio. Il y a une ouverture dans le magasin sur en fait des produits bio, sur des produits conventionnels, de manière en fait à ce qu'on ait une offre qui soit la plus complète possible. Et le rôle de la Chambre d'agriculture, en fait, c'est d'accompagner ce groupe. Pour vous dire, il y a un autre magasin collectif qui s'est monté de manière indépendante sur le territoire de la CUS, c'est Hopla, que vous avez peut-être vu sur Robert Rosbergen. Ils ont mis, c'est entre guillemets un mariage volontaire, c'est-à-dire qu'ils ont décidé entre eux de se marier à une vingtaine de producteurs, et ils ont mis, on va dire, 2 ans et demi à former le groupe.
Nous, on est plutôt sur un mariage forcé, puisque c'est nous, collectivité et chambre d'agriculture, qui avons choisi les 18, et il faut qu'ils s'entendent en 6 mois, 8 mois. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est d'une grande ampleur à réussir, et les deux institutions sont très très impliquées sur cette affaire-là. Le rôle de la Chambre d'agriculture, en fait, c'est d'accompagner le groupe pour tout concevoir, du cahier des charges au nom du magasin, en passant par le plan d'aménagement. Ce qu'il faut, enfin, on va y venir tout à l'heure, il y a la question du montant de l'investissement. Les agriculteurs dans cette affaire-là ne portent qu'une petite partie de l'investissement, à savoir aux alentours de 200-250 000 euros. L'essentiel de l'investissement est porté par la collectivité, ce qui vraiment est un signe partenarial plus qu'important, quoi. Donc l'aménagement du local, en fait en 2012 il y a eu une délibération, donc la véritable approbation politique de ce projet qui a fait suite à quelques études en amont. Donc on a déposé le permis de construire en avril de cette année, il devrait être délivré prochainement. Et oui, donc effectivement, on a un budget d'à peu près 1 million d'euros, dont l'essentiel, 80%, est porté par la ville de Strasbourg. Et en fait, ça correspond à des travaux de réaménagement, enfin comment dire, de remise aux normes du local. L'idée, c'est de remettre le local à neuf, quelle que soit finalement l'activité, d'aller juste un tout petit peu au-delà pour assurer une bonne fonctionnalité au collectif d'agriculteurs. Mais les 20% que le collectif porte, c'est les aménagements, c'est les investissements liés directement à l'activité qui sera installée dans le local. Et donc l'objectif de mise en service, c'est pour le 2e trimestre 2014. Voilà, et donc en termes de surface, ça représente à peu près 250 mètres carrés de surface de vente pour un total d'à peu près 400 mètres carrés de surface qui sera mise à disposition du collectif. Oui. Oui, sur cet aspect-là, ça a été évoqué d'ailleurs par Georges Kounz hier sur l'accompagnement de la Chambre d'agriculture. Et nous, un de nos objectifs, c'est de veiller à ce que, quand on parle de développement de circuits courts, on n'aille pas favoriser des initiatives qui iraient au détriment d'autres types de circuits courts qui sont installés juste à côté. Par exemple, ça nous est arrivé de dire à un projet de magasin collectif, allez pas vous mettre à cet endroit-là parce qu'il y a un autre magasin, quoi. Donc on s'est trouvé confronté à cette question-là sur le secteur de l'ancienne douane où il y a un marché de producteurs. Et donc notre objectif aussi, c'est de travailler à un dispositif qui fera que la cohabitation en fait du magasin de l'ancienne douane ne vienne pas au détriment du fonctionnement du marché de producteurs qui se trouve à cet endroit-là. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles on veut travailler. Notre ambition, c'est de considérer que finalement, dans ce coin de Strasbourg, on cherche en fait à recréer un endroit où tout le monde saura qu'il n'y a pas que le magasin de l'ancienne douane à cet endroit-là, il y a aussi le marché de producteurs. On est dans un point en fait qui sera reconnu comme étant un des lieux où c'est possible de s'approvisionner, quoi. Recréer d'ailleurs un petit peu un secteur, pas de Halle, mais c'était quand même un secteur à Strasbourg où il y avait une tradition, on va dire, marchande, commerçante par rapport notamment à des produits agricoles. Dans le dernier axe dont on vous parlait, promouvoir l'agriculture et recréer le lien avec la ville, c'est ce que disait Madame Buffet hier soir. Comment est-ce qu'on s'y prend pour remettre en contact les agriculteurs avec les citadins? Donc en fait, on a mené des opérations on a édité en fait des plaquettes d'information qui portent sur la vente à la ferme. Donc là, on a identifié la vingtaine de fermes sur la CUS qui vendent en direct chez elles. On a fait une plaquette sur la distribution de paniers. Donc on a recensé déjà les points qu'on a mis en place en 2011, qu'on a aidé à mettre en place en 2011, et tous ceux qu'on avait recensés auparavant. Donc il y a une 50aine de points de distribution sur la CUS. Et puis par ailleurs, donc on a un événementiel annuel depuis 4 ans en fait. Au mois de juin, on essaie d'organiser quelque chose qui permettent aux agriculteurs de se mettre en lumière le temps de cette opération. Alors c'est alternativement la ferme en ville qui se déroule sur la place Kléber
et le tour des fermes, où on emmène en fait les citadins dans un certain nombre de fermes de la CUS. Voilà. Et c'est des opérations qui sont assez... qui ont quand même... Pardon, qui ont vraiment leur succès. Oui. Et pour la ferme en ville, en fait, on a aussi un petit... Comment dire, on attire les scolaires en fait. La première année, on avait à peu près 600 élèves qui sont venus sur le site. La deuxième année, ils étaient 1200 à peu près. Donc, mais on atteint des capacités maximales là. Et je voulais juste encore, mais Madame Buffet l'a fait hier soir, il y a effectivement le levier des marchés de restauration scolaire qui est important et quelques éléments de bilan sur le marché précédent. Effectivement, ça portait sur 20 à 40% de produits bio. 40% c'était dans certaines écoles pré-identifiées. Et ça a permis de drainer 120 tonnes de produits bio par an, dont 60% venaient d'Alsace. 80. Super. Voilà. Merci. Laurence, on a jusqu'à quelle heure là pour les questions et le débat? 45. D'accord. Ok. Alors, des questions, il y en aura là. Est-ce qu'il y a d'autres demandes? Bon, alors Eric et puis après monsieur. En fin de compte, je remarque dans votre présentation qu'il y a une absence totale de projets en agriculture urbaine et on a eu juste un très beau exemple juste avant de Jardin de la Montagne Verte. Au niveau, j'ai l'impression que vous faites l'impasse sur ces projets-là quand même d'agriculture et qui est un endroit aussi qu'on forme des jeunes qui pourra devenir la relève plus tard et c'est quand même relativement productif avec beaucoup de paniers dans le cas de ce jardin-là. Donc, quelle est votre position à ce niveau-là de ces projets quand même agricoles en ville, sur des friches, et qui a un travail foncier à faire aussi de protection ou d'ouverture de terrain et peut-être des baux sur plusieurs années qui permet après ça peut-être de récupérer puisque c'est des endroits aussi industriels, mais qui doivent aussi aider à faire perdurer ces projets-là? Nous, c'est vrai que pour nous, la notion d'agriculture urbaine ou d'agriculture périurbaine, c'est pas forcément un concept qui est très parlant, quoi. C'est-à-dire que nous, on est confrontés à une agriculture périurbaine, les 10 000 hectares, que notre objectif principal, déjà, c'est de préserver cette agriculture, de la réorienter. Tout à l'heure, Madame Riani disait il y a un agriculteur sur la ville de Strasbourg, enfin les jardins de la Montagne Verte. Non, il y en a 4, mais c'est vrai que c'est assez relictuel, quoi. Il y a 2 maraîchers, il y a un agriculteur classique, les jardins de la Montagne Verte. Quand vraiment au sein du milieu urbain, on a relativement peu d'agriculture urbaine. Mais par contre, on a quand même ces 10 000 hectares, ce qui n'est pas rien, sur la totalité du territoire de la CUS. Donc nous, notre objectif, c'est de maintenir et de réorienter cette agriculture-là. Par rapport, en fait, aux agriculteurs en question, hein, c'est un autre élément de votre question, est-ce qu'on forme des jeunes? On a la chance d'être dans un département où on a quand même encore beaucoup d'agriculteurs et qui veulent rester agriculteurs. Bien sûr qu'il ne s'agit pas de fermer la porte à des gens qui voudraient venir de l'extérieur, mais la problématique est peut-être moins prégnante ici que dans certaines régions ou villes françaises. Nous, en termes de profession agricole, déjà ce qu'on veut, c'est que les enfants d'exploitants agricoles qui ont l'intention de continuer à vivre de ce métier, ils puissent le faire. Ça n'exclut pas des arrivées extérieures, hein. Par exemple, à la Méno, le projet dont on parlait tout à l'heure, c'est une installation hors cadre familial. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est